Or, voilà, je le redis, ce sont des Américains, des Allemands, des Anglais. C'est quand même des nations qu'on le vend dans le dos au XIXe siècle. Et qui y voit des Éthiopiens, des Arméniens, des Grecs, des Italiens, qui tiennent les lieux. On peut comprendre que pour des Américains ou des Anglais ou des Allemands, ne même pas pouvoir avoir 1 mètre carré à l'intérieur du Saint-Sépulcre, ce qui puisse être un petit peu vexant. Ils sont en plus dans une approche effectivement renouvelée des textes, et donc il y a toute une archéologie protestante qui va se mettre en place, et notamment autour de cette fameuse recherche du véritable Saint-Sépulcre. Ça va durer des années 1860 aux années 1890. Il se trouve qu'ils vont trouver des tombes qui correspondent à peu près aux descriptions évangéliques. Le problème, c'est qu'ils vont en trouver beaucoup trop. Hein, c'est toujours le problème à Jérusalem, c'est que quand on cherche, on trouve. Et comme vous savez, maintenant, des tombes de Jésus, il y en a à peu près tous les 3-4 ans, on en trouve une qui va mieux, il y a marqué Jacques, il y a marqué fils de... Bon, voilà. Maintenant, c'est devenu un limite, mais à l'époque, c'était encore un scoop. Donc ils en trouvent trop, et puis finalement, ils s'attachent à l'une de ces tombes, et en 1893, une souscription est lancée à Londres, le terrain est acheté, et un lieu saint se met en place, qui est la tombe du jardin, qui est fondée en 1894. Donc j'insiste là-dessus, c'est, je disais, votre pierre romaine sous votre baignoire. Là où il y a aujourd'hui un lieu saint, avant 1894, il n'y avait rien. Il y avait un terrain vague. Oui, il y avait une tombe du 1er siècle, mais il y en a partout des tombes du 1er siècle ici, notamment dans cette zone de nécropole au nord de Jérusalem, il y en a partout. Donc, voilà, c'est pas la tombe du 1er siècle qui fait le lieu saint. C'est tout ce travail de patrimonialisation et de fabrication qui va se mettre en place. Donc, voilà, des constructions, des catégories spatiales. Et j'insiste là-dessus, parce que j'ai eu des débats déjà, alors un peu plus à l'ouest qu'à l'est, mais pourquoi pas, sur voilà, Jérusalem 1900, sur cette question de déconstruction spatiale, c'est du Shlomo Sand à l'échelle de Jérusalem. Donc comment la terre d'Israël a été inventée, comment la Jérusalem biblique a été inventée. Alors oui et non, c'est-à-dire que ça n'est pas Shlomo Sand qui a inventé le concept d'invention de la tradition. Shlomo Sand a lu des historiens, donc depuis Alvat dans les années 1920, 1930, depuis Benedict Anderson dans les années 1980, savent que toute tradition est inventée, qu'elle soit historique ou spatiale. Après, évidemment, il a un talent pour mettre en musique cette démonstration, mais voilà, j'insiste là-dessus, c'est vraiment une tradition historiographique quand même plutôt ancienne. Si on regarde ces lieux saints avec Alvat, on se rend compte aussi que ça n'est pas seulement vraiment des petits détails de la géographie biblique qui sont incertains. Un certain James Ferguson, dans les années 1840, défend pendant une quinzaine d'années que le véritable Saint-Sépulcre n'est pas au Saint-Sépulcre actuel, n'est pas au jardin actuel, mais est sur l'esplanade des mosquées, et en réalité, c'est le dôme du rocher. Alors, voilà, ça nous amuse, et c'est normal, mais il est défendu par de grands académiciens. Félicien de Saulcy, grand numismate, académicien français, défend cette hypothèse pendant une quinzaine d'années. 15 ans, c'est long. Imaginons, je lance une hypothèse qui n'est démontée qu'en 2028. C'est pas mal quand même. Ça pourrait couler sous les ponts pendant 15 ans. À l'échelle des acteurs, c'est quand même assez long. Bon. Heureusement pour la paix civile de Jérusalem, cette hypothèse ne tient pas. Donc le Saint-Sépulcre n'est pas sous le dôme du rocher. Ouf. Mais voilà, on a quand même cette hypothèse-là. La cité de David. Cité de David quand même, c'est pas rien. Aujourd'hui, c'est un élément extrêmement important de la politique patrimoniale et archéologique israélienne. Vous savez, aujourd'hui, voilà, si je vous demande où est la cité de David, voilà, elle est au sud de la vieille ville. Jusqu'au début du XXe siècle, l'hypothèse la plus communément partagée, c'est que la cité de David est au nord-ouest, dans la partie nord-ouest de Jérusalem. Pourquoi? Parce que le seul indice qu'on a, c'est que la cité de David se situe à l'ouest de la source du Gihon. Aujourd'hui, la source du Gihon, le consensus archéologique nous dit que c'est dans la vallée orientale. Mais le même Félicien de Saulcy, par exemple, est persuadé que la source de Gihon, c'est le bassin de Mamilla actuel, dans le cimetière de Mamilla.
Ça, c'est la source haute, et que la source basse de Gihon, enfin le réceptacle de Gihon, c'est le bassin du Patriarche près du Saint-Sépulcre. Et donc la cité de David se retrouve du coup automatiquement à l'ouest de cet axe-là, donc on va dire dans la partie nord-ouest de la ville, autour de la porte de Jaffa. Voilà. Dans l'esprit des gens de l'époque, la cité de David se trouvait plutôt du côté de la porte de Jaffa que au sud de la ville. Donc cette déconstruction spatiale, hein, je conclus sur ce point pour essayer de ne pas être trop long, est évidemment importante parce que, comme je l'ai dit, elle permet de, en insistant sur cette plasticité des lieux saints, peut-être de se rendre compte qu'ils ne sont peut-être pas, peut-être pas là de toute éternité, mais surtout, ils permettent toujours, posture pragmatique, de comprendre des événements très concrets de l'histoire de Jérusalem dans ces années-là. Et notamment, je prends l'exemple d'une pétition rédigée par des notables de Jérusalem, notables de toute religion, qu'on se rend compte aux signatures, qui à la fin du XIXe siècle font une pétition, une lettre collective au sultan pour exiger la rénovation des conduites d'eau. J'ai croisé ce document évidemment dans le cadre de ma thèse. Ces notables invoquent deux figures tutélaires pour convaincre le sultan qu'il doit financer cette rénovation du réseau hydraulique. La première, c'est Salomon, et la deuxième, c'est Soliman. Ces deux figures cohabitent dans le même texte, pratiquement dans la même phrase. Ce qui, aujourd'hui, évidemment, peut nous paraître un petit peu étrange. Voilà. Sultan Soliman cohabite dans un même texte avec le roi Salomon, ça peut paraître étrange. Pour les notables, ces notables de l'époque, c'était tout à fait logique. Salomon comme Soliman étaient deux figures tutélaires de l'histoire de Jérusalem, non pas de l'histoire juive, de l'histoire turque, de l'histoire de la ville. De même que David, figure tutélaire de l'histoire de la ville. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer cette photo assez, plus que triste, assez effroyable de la tombe de David, prise par, je crois, par Marie-Armelle Beaulieu, à la fin du mois de décembre, début du mois de janvier. Hein, un certain nombre d'entre vous le savent sans doute, mais la totalité des céramiques ottomanes du XVIIe siècle qui couvraient les murs du tombeau de David ont été vandalisées entre le 26 décembre et début janvier, en 2 fois apparemment. Apparemment donc, par un jeune ultra-orthodoxe, apparemment assez dérangé, qui, donc ayant été arrêté, aurait dit que ces céramiques ottomanes du XVIIe, qui sont en réalité vraisemblablement arméniennes, qui ressemblent d'ailleurs beaucoup à celles qui recouvrent en partie le dôme du Rocher actuel, ces céramiques l'empêchaient d'accéder directement à la mémoire du roi David. Et donc que ses prières ne pouvaient pas atteindre David. Donc, on est au cœur de ce processus de purification des lieux saints auxquels on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire de décapage de toutes, justement, ces couches de nuances, de complexité, de croisement, de mémoire qu'on pouvait trouver sur les lieux saints. La tombe de David, évidemment, vous le savez, un exemple emblématique. Ça a été un lieu saint chrétien pendant tout le Moyen-Âge, jusqu'au XVIe siècle. C'était même le quartier général des franciscains de Jérusalem, de la custodie. Au XVIe siècle, les franciscains sont déplacés dans le couvent du Saint-Sauveur, où ils sont toujours. C'est devenu un lieu saint musulman, Lévi Daoud, jusqu'en 1949. Et en 1949, la tombe de David s'est trouvée juste en Israël, juste à l'ouest de la ligne verte, en position de bornage, et c'est devenu aujourd'hui, comme ça l'est aujourd'hui, un lieu saint juif. Mais en même temps, ces céramiques ottomanes témoignaient de cette complexité, de cette mixité d'une certaine manière de ce lieu saint. Et du fait qu'il était tout à fait logique, au début du XXe siècle encore, que la tombe de David puisse être un lieu saint musulman. C'était tout à fait évident, ça l'est évidemment beaucoup moins aujourd'hui. Troisième et dernière condition de possibilité, je vais vraiment aller plus vite, c'est, donc après cette question des représentations temporelles, et puis cette question des représentations spatiales, la question des sources et des archives. Et donc l'importance de travailler sur, je l'ai dit, sur les sources locales, sur les sources administratives endogènes, à 2 échelles. Je vais très vite. Première échelle, c'est l'échelle impériale, donc vraiment importance de cette réévaluation
de l'échelle impériale pour comprendre ce qu'est Jérusalem à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Rappelez quand même le mépris dans lequel les sources ottomanes ont été longtemps traitées pendant des décennies. Je cite toujours, mais parce que c'est très symptomatique, cette citation du livre de Tom Segev. Donc c'est une monographie de Tom Segev consacrée à la Palestine à l'époque mandataire. Dans son introduction, Tom Segev, comme vous le savez, il a un échelle de vie de ce qu'on appelle les nouveaux historiens israéliens, de gauche, etc. Donc c'est d'autant plus intéressant, dit, en parlant de la Palestine en 1914, même pas en 1850 ou 1880, en 1914, la Palestine était à l'époque une province reculée, sans loi ni administration. La vie s'y déroulait au ralenti, dans le carcan de la tradition et au rythme du chameau. Donc, c'est l'image communément admise qu'on a de cette administration ottomane impériale et notamment à Jérusalem. Je cite Ben Ali, qui, comme vous le savez, a écrit beaucoup sur Jérusalem, et des choses extrêmement importantes, les premières monographies, géographie historique. Je le cite, il n'y a pas d'écrit en arabe sur cette région, et les sources ottomanes ne sont pas claires non plus. C'est ça dans un ouvrage publié à la fin des années 1980. Mais j'insiste aussi pour dire que la tradition historiographique nationaliste arabe palestinienne a nourri cette légende noire ottomane jusqu'aux années précisément 1980. Pour une raison bien simple, que l'on connaît par ailleurs, c'est que le nationalisme arabe, et notamment le nationalisme arabe palestinien, s'est construit à la fin du 19e et au début du 20e siècle, non pas contre la menace sioniste, qui était encore à l'époque assez peu visible, mais contre l'impérialisme ottoman, évidemment, qui était la structure impériale en place. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fin de l'histoire ottomane, la fin de l'histoire jeune turque a évidemment nourri cette légende noire ottomane. Ces sources, elles nous apprennent, bon, voilà, bien sûr qu'il y a un gouverneur à Jérusalem, on le sait, celui que les Occidentaux appellent le Pacha, mais elles nous apprennent aussi qu'il y a un conseil administratif qui conseille ce gouverneur, le Mejlis Idaré, qui compte 12 membres, 6 musulmans et 6 non musulmans. C'est confirmé d'ailleurs par le rapport d'un consul britannique en 1900. Ces sources nous apprennent que les gouverneurs ottomans de Jérusalem de l'époque sont pour la plupart de grandes figures, de grands intellectuels, juristes, polyglottes, souvent formés pour les plus jeunes dans la nouvelle école d'administration impériale, la Moulkiye d'Istanbul, ce que l'historien Olivier Bouquet appelle des grands commis de l'Empire. C'est-à-dire, oui, ce sont des grands préfets, comme on avait des grands préfets en France. Et ces sources nous renseignent évidemment sur les grands travaux d'aménagement, réseau routier, chemin de fer, inauguration de la gare en 1892, adduction d'eau, projet de tramway. Vous le savez sans doute, le premier projet de tramway de Jérusalem date précisément de 1910, c'est-à-dire pile un siècle avant l'inauguration du tramway. Réserve de sens non réalisée. Évidemment, le tracé n'est pas le même et le contexte n'est pas le même. Réseau routier très important, puisque on se rend compte, quand on regarde, non pas le réseau routier en 1920, mais la mise en place de ce réseau routier à la fin du 19e, que le réseau routier se construit véritablement en étoile autour de Jérusalem. Et que donc le processus de capitalisation de Jérusalem à l'intérieur d'un espace palestinien est déjà en germe à la fin du 19e siècle. Voilà, Jérusalem n'est pas une ville marginale de l'Empire ottoman à la fin du 19e siècle. Et puis deuxième échelle, donc après la superstructure impériale, on va dire l'infrastructure administrative locale, l'échelle de la municipalité, c'est les archives de la municipalité sur lesquelles je travaille avec des collègues palestiniens et turcs, puisqu'elles sont à peu près à parité en turc ancien, en osmanlo et en arabe. Et ces archives de la municipalité, qui sont assez bien conservées sur la période 1892-1916, c'est à peu près 17 volumes, 1200 pages, 3420 décisions municipales, qui nous renseignent sur la réparation des réverbères, sur la mise en place de l'hôpital municipal en 1891, sur les rétributions du médecin municipal, sur le fait qu'il est bien dit dans sa fiche de poste qu'il doit soigner sans aucune considération tous les habitants de Jérusalem, quelle que soit leur religion.